Bienvenue dans le KGB, l'endroit où je reviens sur les figures marquantes de l'histoire. Je suis Lucie et dans cet épisode, on va parler de la légende de la carrosserie italienne, Battista Pininfarina. Pour mieux comprendre qui est Battista, il faut qu'on remonte un peu dans le temps et plus précisément en 1812. L'Europe, à ce moment-là, a été bouleversée par les différentes guerres. La France a récupéré des terres au détriment de plusieurs pays, dont l'Italie. Napoléon annexe le royaume de Piémont-Sardaigne, qui se trouve en haut de la botte, collé à la France, et récupère les villes de Turin, Gênes ou encore Parme. En 1815, le Congrès de Vienne remet de l'ordre au sein de l'Europe, notamment en rendant les territoires qui ont été pris par Napoléon Bonaparte. Pour ce qui est de l'Italie, elle est divisée en plusieurs États, donc le royaume de Piémont-Sardaigne, à sa droite le royaume lombard-vénitien, qui est collé à l'Empire d'Autriche, les duchés de Parme, Modène, Massa et encore de Lucques, le grand-duché de Toscane, et enfin, en bas de la botte, les États de l'Église et le royaume des deux Siciles. À la suite du congrès de Vienne, un mouvement pour réaliser l'unification de l'Italie se crée, mais rapidement il est combattu par l'Empire d'Autriche qui contrôle le royaume lombard-vénitien. Malgré plusieurs échecs au cours des années 1848 et 1849, les patriotes italiens y se tournent vers le royaume de Piémont-Sardaigne, qui est dirigé à ce moment-là par le roi Victor Emmanuel. Avec l'aide de la France, le Piémont chasse l'Autriche de la Lombardie en 1849. Ensuite, les duchés indépendants votent oui par référendum à leur rattachement au royaume de Piémont-Sardaigne. La France, elle récupère Nice et la Savoie en contrepartie de son aide. Au cours des années 1860, une armée est envoyée au royaume des deux Siciles pour le conquérir, et donc un nouveau référendum est voté par la population et permet le rattachement du territoire. Victor Emmanuel est proclamé roi d'Italie à ce moment-là. Néanmoins, cette Italie-là, elle ressemble toujours pas à celle qu'on connaît aujourd'hui. Effectivement, en 1866, l'Italie, elle s'allie à la Prusse, qui est en guerre contre l'Autriche, et s'empare de la Vénétie. En 1870, Rome et sa région, faisant jusque-là partie des États de l'Église, rejoignent l'Italie et Rome devient la capitale. Le pays est légalement unifié, mais il reste très fragmenté. Le nord est tourné vers l'industrialisation, alors que le sud est dominé par une économie rurale et agricole. Donc même si l'État essaye d'unifier le territoire, le sud souffre des politiques mises en place dues au fait de sa pauvreté et des crises qui la touchent. Du point de vue économique, l'Italie est touchée à la fin du XIXe siècle par une crise agricole. Elle s'explique par la baisse des prix mondiaux et de la concurrence. La pauvreté pousse près de 14 millions d'Italiens à émigrer, en majorité aux États-Unis, entre 1876 et 1915. Pour répondre à cette crise, le gouvernement y cherche à moderniser l'économie via des politiques qui sont protectionnistes et des investissements dans les infrastructures. La région du Piémont, et plus précisément Turin, est une région avancée de l'Italie. En effet, elle est au cœur du mouvement d'unification et bénéficie tout d'abord des capitaux privés dans la métallurgie, le textile ou encore le transport. Ensuite, elle a un réseau ferroviaire qui est vraiment dense, reliant Turin à Gênes, Milan ou encore au sud de la France. Finalement, elle bénéficie d'une main-d'œuvre locale issue des campagnes piémontaises. C'est pour ça qu'au cours des années 1880, Turin est au centre de la production mécanique avec la fabrication de locomotives, de machines à outils ou encore d'armes. D'un autre côté, Turin voit une urbanisation rapide avec un développement industriel. Entre 1870 et 1911, la population elle passe d'environ 250 000 habitants à plus de 430 000. Cette forte croissance, elle s'explique par l'exode rural et la forte demande en main-d'œuvre dans les usines. C'est dans ce contexte que de nouveaux secteurs apparaissent, dont l'automobile, symbole de modernité, et Turin, c'est vraiment l'endroit idéal pour accueillir cette nouvelle industrie. En 1899, un groupe d'industriels fonde la Fiat, acronyme de la Fabbrica Italiana Automobili Torino, ce qui marque le début d'une révolution industrielle et sociale, mais surtout, ça marque le début de notre épisode. C'est le 11 juillet 1899 que le sénateur Giovanni Agnelli fonde la Fiat, la fabrique italienne des automobiles de Turin. Cette ville du Piémont, au nord de l'Italie, sort de 30 années de difficultés économiques. La création de la jeune société annonce un renouveau et va rendre à la ville son véritable visage.
Battista Farina naît le 2 novembre 1893. Il est le 10e enfant d'une famille modeste. Son père, ancien agriculteur, décide de déménager dans le Piémont pour trouver un travail. Il est embauché chez Fiat auprès de Giovanni Agnelli, ce qui permet à Battista et ses frères de s'initier très rapidement au monde de l'automobile. En 1905, à l'âge de 12 ans, Battista il est employé dans la petite carrosserie de son frère, Giovanni, qui, pour anecdote, est le père du premier champion du monde de Formule 1, Nino Farina. Donc cette carrosserie, elle propose un travail sur mesure et collabore avec des constructeurs populaires, dont Fiat, Lancia, Diato ou encore Peugeot. L'entreprise, elle tisse des liens forts avec Fiat et devient consultant stylistique et sous-traitant de la marque. Et donc, on doit à cette collaboration la réalisation de la base de la Fiat Tipo 1. L'argent et la réussite, c'est ce que viennent chercher ici les Farina, une famille de viticulteurs d'Asti, au début des années 1900. Giovanni Battista est le 10e des 11 enfants de cette famille de conditions très modestes. Il a 12 ans lorsque son frère installe sa carrosserie. Pour le jeune garçon, c'est la naissance d'une véritable passion pour l'automobile, une passion qui ne se démentira jamais. En 1912, Agnelli est séduit par le travail et le savoir de Battista, et il le fait venir à Turin afin de créer la carrosserie de la Fiat Torpedo. En 1918, il embarque pour l'Amérique pour en apprendre plus sur les nouvelles techniques réalisées hors de l'Europe, comme par exemple le travail à la chaîne. Il fait notamment la découverte des nouvelles usines Ford à Détroit, capitale de l'automobile. Il y consacre 1 mois et demi avant de retourner en Italie. Il faut savoir qu'Henry Ford, il était très intrigué par les connaissances de Battista. Il lui propose un emploi. Battista décline l'offre parce qu'il préfère rester chez Fiat, ce qui lui permet de faire de la course automobile en parallèle de son activité professionnelle. Il remporte, à titre d'anecdote, la course d'Aoste San Bernardino au volant du Nitala en 1922. Pour contextualiser un peu plus, à l'époque, les étapes de construction d'une voiture, elles se faisaient souvent dans des usines différentes. L'une pour faire tout ce qui est l'aspect mécanique, et l'autre pour faire tout ce qui a attrait donc à la carrosserie et à l'esthétique de la voiture. Une carrosserie automobile, c'est un endroit où on s'occupe de designer, produire, réparer et entretenir l'enveloppe de la voiture, comprenant les aspects physiques, donc les portières, les accessoires, mais aussi l'aspect plutôt esthétique, comme la peinture. Battista, lui, il reste chez Fiat jusqu'en 1930, puisqu'après, en fait, il décide à 37 ans d'ouvrir son propre atelier de carrosserie, qui s'appellera la Carrozzeria Pininfarina, au Corso Trapani, donc à Turin, avec 2 associés, Gaspar Bona et Vincenzo Lancia. Vous pouvez vous demander pourquoi l'appeler Pininfarina, et pas juste Farina, qui était son nom de famille. En gros, Battista, il était surnommé Pinin, ce qui veut dire dans le patois piémontais, petit. Et ça faisait référence à sa petite taille. Alors j'ai pas réussi à vous trouver exactement sa taille, mais sur les photos on voit qu'il est quand même assez petit. Donc la carrosserie, en termes de chiffres, la première année c'était 90 salariés qui travaillaient sur un peu plus de 90 véhicules, ce qui est vraiment pas mal. Donc rapidement, il faut savoir que l'aérodynamisme, ça devient vraiment une priorité pour la carrosserie Pininfarina, et une soufflerie est créée dès les premières années. Alors, en gros, une soufflerie, c'est une installation capable de créer un flux d'air autour d'une voiture qui est statique. Ça sert à étudier les forces aérodynamiques et le portage d'une voiture. Alfa Romeo, Lancia et d'autres ont beaucoup utilisé cette installation pour innover, comme avec la Lancia Di Lambda, qui est primée au concours d'élégance de Monte-Carlo en 1931. La même année, Battista il s'attaque à son premier châssis non italien, la Cadillac V16. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il se lance dans le design automobile et il crée de nombreux véhicules pour différents constructeurs avec qui il entretient des contacts, comme Agnelli, donc fondateur de Fiat, ou juste Vincenzo Lancia. Il présente par exemple la Lancia Aprilia en 1936. Donc son style est assez simple. Des ailes fines à l'avant, un grand radiateur vertical, un long capot arrondi sur le dessus, et surtout, c'est une voiture qui est idéale pour la course, grâce à son aérodynamisme. Et donc c'est vraiment un grand succès, parce qu'elle comptabilise un total de 27 637 exemplaires,
vendus entre 1937 et 1949. Alors, je vous balance un peu des chiffres comme ça, mais en gros, ça représente à peu près la production italienne de voitures sur une année avant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment pas mal pour une petite carrosserie à cette époque-là. La idea de Pininfarina era evitar esa ruptura realizando un todo unitario con una línea continua. Estas teorías se vieron reflejadas en el coupé aerodinámico sobre chasis Lancia Aprilia de 1936. En este modelo, de línea futurista, eran evidentes los nuevos conceptos de construcción y la resolución de problemas técnicos para entonces muy difícil, como el parabrisas curvo. Aunque despertó este modelo mucho interés, no fue muy bien recibido por el público cuyo gusto tradicional chocaba con el aspecto futurista del vehículo. Pero en realidad, este coche era experimental. En 1939, Pininfarina, c'est 500 employés pour une production de 800 véhicules par an. L'entreprise, elle s'impose comme un grand d'Italie. Mais la Seconde Guerre mondiale arrive et la carrosserie est réquisitionnée par l'armée pour construire des charrettes, des traîneaux ou encore des barques en bois. Matériel qui remplaçait le manque de métal à l'époque. En 1946, le Grand Palais accueille le Salon de l'Automobile de Paris. Et en fait, il faut savoir que c'est un énorme événement qui a vraiment beaucoup de succès en termes d'automobile. Mais après la guerre, l'Italie et les perdants donc de la Seconde Guerre mondiale, elles sont boudées et la carrosserie Pininfarina est interdite d'exposer dans ce salon. Bon, j'espère que vous me voyez venir un peu, mais Battista et son fils Sergio prennent deux voitures, une 6C 2500S et une Aprilia cabriolet. Ils les déposent pile devant les portes d'entrée du Grand Palais, en signe de contestation. Faut savoir que la presse, elle salue ce coup et Pininfarina marque des points auprès de l'international. En parallèle, toujours en 1946, un incendie ravage les ateliers de Battista, mais l'entreprise n'en est pas trop impactée parce que l'année d'après, en 1947, Battista dévoile la Sisistalia 202, fabriquée sur la base d'une Fiat 100. Donc cette voiture, elle constitue un véritable aboutissement pour Battista, puisqu'en fait, c'est d'une part l'achèvement de nombreuses recherches, mais aussi l'ouverture de son travail réellement à l'international, dont les États-Unis, puisqu'il va travailler avec Nash, Dodge et encore General Motors. En plus, en 1951, cette voiture, c'est la première à entrer dans une exposition au MoMA, qui est le musée d'art moderne qui se trouve dans le cœur de New York. Et voilà, c'est une véritable consécration d'avoir sa voiture là-bas. Au cours des années 1950, il faut savoir que la carrosserie Pininfarina, elle travaille avec des marques comme Volkswagen, BMW, mais surtout Peugeot et Ferrari. Chez Ferrari, la collaboration, elle débute avec la 212 Inter, qui est déclinée en deux versions. La coupé, qui est produite seulement en 15 exemplaires, et une version cabriolet, qui est produite en seulement 2 exemplaires. Suivra en 1956 un modèle phare de chez Ferrari, la 250 GT Berlinetta Tour de France. Elle est déclinée en plusieurs versions, dont la version coupée en 1957. Et en fait, c'est vraiment les 250 les plus produites à cette époque-là. Pour finir, avec la 250, en 1959 sort la 250 GT Berlinetta SWB, l'une des Ferrari les plus recherchées aujourd'hui, grâce en fait à un châssis qui est vraiment court. Pour ce qui est de Peugeot, en 1955, Pininfarina y présente la 403, qui est la première Peugeot à atteindre le million d'exemplaires vendus. Et leur collaboration, elle continue avec la Peugeot 404, qui est sortie en 1960. En 1959, la carrosserie sort l'Alfa Romeo Giulietta Spider, qui est produite en 4000 exemplaires. La carrosserie, en fait, maintenant, elle jongle entre la production industrielle et la conservation de son style unique, qui représente vraiment l'identité, en fait, de Battista et de la famille Farina en général. La même année, à l'âge de 66 ans, Battista, il se retire petit à petit de l'entreprise et il laisse place à son fils, Sergio, qu'on découvrira dans le prochain épisode. En 1961, par décret du président de la République d'Italie, Giovanni Gronchi accorde une faveur exceptionnelle à Battista, celle de pouvoir modifier son nom de famille. Effectivement, Battista Farina devient Battista Pininfarina, tout collé. Et pareil pour le nom de la carrosserie qui devient la Carrozzeria Pininfarina, mais Pininfarina tout attaché.
Et en fait, c'est parce que son surnom, c'est déjà un grand nom en Italie. L'année suivante, l'usine, elle passe de 28 000 m² à 75 000 m². Elle produit près de 20 000 véhicules en 1963 et emploie 1683 salariés. La même année, l'école polytechnique de Turin lui décerne donc le diplôme d'architecture qui s'appelle honoris causa en tant que créateur de la carrosserie italienne la plus connue et la plus appréciée dans le monde. Finalement, en 1966, Battista décède à Lausanne et il s'en va avec tous les honneurs, dont la médaille de la Légion d'honneur française qui lui a été remise par le général de Gaulle un an auparavant. Donc comme on a pu le voir tout le long de cet épisode, Pininfarina, c'est vraiment un morceau du patrimoine italien, mais aussi une preuve de l'époque et du contexte social dans lequel la carrosserie a évolué. Pour faire un parallèle avec le début de l'épisode, l'Italie, elle est vraiment mal en point au niveau économique. Bien que le nord ait plus de ressources que le sud, le travail et surtout l'agriculture peinent à reprendre pied. L'automobile est le secteur prometteur dans cette époque, étant novateur. Pininfarina, lui, il marque les esprits avec des designs qu'on ne retrouve pas à ce moment, mais aussi avec un attrait très important pour l'aérodynamisme. Preuve avec la création d'une soufflerie dédiée à ses recherches. Son originalité lui a permis de faire rayonner son entreprise et le savoir-faire italien, d'abord en Europe et ensuite aux États-Unis. Donc de nombreux partenariats importants en ont découlé, et tout d'abord avec Vincenzo Lancia, celui donc qui l'a poussé à prendre son envol, et aussi celui qui l'a toujours soutenu dans les projets les plus loufoques et démentiels. Fiat, chez qui il a fait ses preuves pendant plus de 10 ans et qui l'a accompagné dans la création de voitures, et les deux plus importants, selon moi, qui sont Ferrari et Peugeot, des partenariats qui ont continué après sa mort, mais surtout qui lui valent une notoriété importante et intemporelle. In 1959, my grandfather was asked by President Eisenhower at the White House. He was asked, what about the car of the future? And he said, in 1959, as long as there will be combustion engines, there will not be great evolution in the car. It will be step-by-step evolution of the technology. When there will be the change, that will be a matter of our children. Je finirai cet épisode par cette citation de Battista. Beaucoup de réserves s'exprimaient dans le milieu automobile. Ferrari et Pinin, c'est mettre deux primés donnés dans le même opéra ou deux curés dans la même paroisse. Quelqu'un nous appela les consuls qui, comme l'on sait, agissaient et décidaient par deux, une conduite en association.